les conférences du Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation. Historiens, universitaires, spécialistes livrent l'état de leurs recherches en cours. Bonsoir. Donc, on continue notre exploration du thème de l'exposition temporaire, donc la guerre en jeu, en invitant des membres de notre conseil scientifique. Ce soir, Capucine Wieworka. Donc, Capucine Wieworka est doctorante. Elle prépare une thèse sur un sujet qui est un peu développé dans l'exposition, à savoir les surprises au maréchal. Et donc, tous ces dessins, lettres ou autres productions d'enfants qui ont été produites, mais surtout envoyées au maréchal, ou pas. On discutait là aussi d'un corpus de dessins qu'on a fait rentrer dans nos collections il y a quelques années, qui visiblement n'est pas allé jusqu'au maréchal. Donc je vous propose d'écouter Capucine Wieworka et d'avoir un petit échange avec elle à l'issue de la conférence. Merci d'avoir accepté notre invitation, en tout cas. Merci infiniment pour l'invitation. J'en profite également pour remercier Céline Fayet et Marion Vivier de m'avoir permis d'être ici ce soir. Je suis très heureuse. Donc, durant l'heure qui va suivre, je vais vous présenter une synthèse de mon travail qui est en cours, parce que je suis en 5e année de thèse à la Sorbonne. Et je travaille sur l'enfance sous le régime de Vichy, et plus particulièrement sur des dessins et des lettres d'enfants qui ont été envoyés à Pétain entre 1940 et 1944. Je m'inscris dans un courant historiographique en plein renouvellement depuis les années 90. J'ai eu le plaisir d'entendre la conférence de Camille May qui est revenue sur l'historiographie de l'histoire de l'enfance pendant la guerre, donc je vais être plus rapide pour éviter des redites. Mais il m'a importé quand même de contextualiser le propos dans lequel je m'inscris. Donc les travaux pionniers sur l'histoire de l'enfance sont ceux de Philippe Ariès, qui publie en 1960 une histoire de l'enfance et de la vie familiale sous l'Ancien Régime. Cette histoire qui date, mais qui est une référence sur le sujet, aborde les enfants via les institutions et la famille. On parle alors d'une histoire de l'enfance. Et c'est dans les années 90 que s'opère un tournant historiographique où les enfants sont désormais considérés comme des acteurs à part entière. Cette approche s'inscrit dans ce qu'on appelle désormais une histoire des enfants, où on les considère comme des acteurs agissants ayant leur propre capacité d'agir. Les deux ouvrages qui marquent ces nouvelles réflexions sont le premier qui est à gauche, l'ouvrage de Stefano D'Orozzo, qui publie en 90 La guerre des enfants, 14-18, et le livre de Christia Hammerl, qui est une chercheuse historienne allemande qui publie son livre en 1993. En 2005, est publié un livre qui sert encore aujourd'hui de méthodologie pour toute chercheuse qui travaille sur les enfants pendant la guerre, qui est le livre que vous voyez tout à gauche de Nicolas Stargart, qui a été publié en anglais et traduit des enfants en guerre, où il propose une première synthèse des enfants sous le Troisième Reich, donc en temps de guerre, et son livre a l'originalité d'étudier les cadres structurels dans lesquels évoluent les enfants, mais aussi leur agency, c'est-à-dire leur propre capacité d'agir. Je vous ai parlé de Stefano D'Orozzo. Il a formé toute une génération de chercheurs et notamment de chercheuses, notamment Manon Pignot, qui sera présente le mois prochain, ici même, c'est le livre du milieu, Manon Pignot, c'est son livre « Allons enfants de la patrie » issu de sa thèse, qui a travaillé sur les enfants durant la Première Guerre mondiale, qui a fait un travail remarquable sur l'histoire orale et qui a aussi mobilisé des dessins d'enfants, dont je vous présenterai un exemple dans un instant. Donc, l'originalité du travail de Manon Pignot est de s'intéresser du point de vue des expériences des enfants comme individus et pas seulement comme un groupe. Et elle fait de l'enfance en temps de guerre un objet d'étude désormais à part entière. Et c'est la même démarche qu'adopte Hélène Dumas, une autre
étudiante de Stéphane Oduorzo, qui est une grande spécialiste du génocide des Tutsis au Rwanda et qui a publié un livre absolument qui est très dur à lire, mais qui est, je pense, nécessaire, qui s'appelle Essentiel unitaire et qui, elle part de témoignages d'enfants rescapés du génocide des Tutsis. Et on peut voir à l'intérieur, au cœur du livre, les écrits de ceux qui sont devenus adultes au moment où ils racontent le génocide. Et ce qui est absolument troublant, et que lorsqu'ils prennent la plume, c'est à la fois l'écriture et des mots d'enfants qui ressurgissent pour raconter ce traumatisme. Donc la particularité de cette nouvelle génération d'historiennes est de mobiliser des sources qui sont jusque-là inexploitées, celles de production d'enfants, qui sont des dessins, des lettres et des journaux intimes, tous produits par les enfants. Il y a 2 exemples de publications que j'aimerais vous partager. En premier lieu, l'ouvrage qui est dirigé par Zéran Girardot, qui se nomme Déflagration des seins d'enfants, guerre d'adultes, qui est le fruit d'un travail pluridisciplinaire où elle a fait appel à des juristes, des anthropologues, des psychologues, des membres d'ONG, etc. etc. Je vous ai mis, alors la qualité est assez médiocre, vous pouvez voir 4 exemples de 4 différents conflits. Elle regroupe des dessins de la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre civile syrienne en 2013. Vous voyez en haut à droite un dessin lors du conflit en Birmanie en 2013 qui représente un campement de déplacés de Rohingya. En bas à gauche, c'est un dessin d'un écolier parisien qui dessine durant la Première Guerre mondiale. C'est l'un des dessin qui a été utilisé dans le travail de Manon Pignot. En haut à gauche, vous pouvez voir une scène dessinée par un enfant en 97 qui rappelle le génocide des Tutsis. Et enfin, en bas à droite, il s'agit d'un dessin représentant la guerre d'indépendance algérienne. Donc vous avez tout un éventail très large de la guerre racontée par les enfants et à hauteur d'enfants. Deuxième exemple, il s'agit du livre d'Antoine Pro et d'Yves Galoupeau, Dessin d'Exode, qui aborde l'expérience des enfants durant l'Exode en 1939. À partir d'un corpus de 100 dessins, vous pouvez retrouver ces dessins dans l'exposition Jeux d'enfants, ici même, dans leur quasi-intégralité. Et il s'agit d'écolières de cours complémentaires à Paris qui racontent leur guerre. Pour terminer sur ce point historiographique, j'aimerais vous parler de l'actualité de la recherche. D'abord, le travail de Camille Maillet, donc qui fait partie du comité scientifique et qui est venu présenter l'enfance pendant la Seconde Guerre mondiale le mois dernier. Son livre, La Seconde Guerre mondiale des enfants, est issu de son travail de thèse où elle a mené une étude impressionnante entre les enfants de l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie et la France. Et elle a étudié les sorties de guerre, donc de 1943 à 1949. Célia Karen vient de publier La cause des enfants, qui retrace la trajectoire des enfants espagnols durant la guerre civile espagnols qui ont fui et ont été protégés et accueillis en France. Il vient tout juste de paraître. Et un dernier livre qui a été publié à la rentrée, le livre de Mathias Gardet, Nous sommes venus en France, qui il travaille à partir de dossiers judiciaires de jeunes Algériens qui sont arrivés en France, et il mobilise beaucoup les dessins qu'on a demandé à ces jeunes Algériens de dessiner pendant leur détention. Enfin, un mot très rapide, mais il m'importe aussi de présenter le travail de jeunes docteurs qui ont travaillé sur des dessins d'enfants pendant la guerre. La première, c'est Lydia Adjamed, qui a mené une thèse sur les écoliers pendant la guerre d'indépendance algérienne. Elle a réussi à retrouver des dessins qui étaient jusque-là inexploités, des dessins d'enfants pendant cette guerre d'indépendance. Et dernier exemple, le travail de Francielle Bécher, qui a
travaillé qui s'est intéressé sur l'adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale, à partir de dossiers judiciaires des centres d'observation. Et parmi ces dossiers se trouvent des dessins et des écrits réalisés par des jeunes. Donc Lydia et Francielle n'ont pas encore publié leur thèse, mais vous pouvez, si les sujets vous intéressent, retrouver des articles sur Internet, notamment sur Cairn. Donc, vous l'aurez compris, j'espère par cette brève présentation que le champ de la recherche en histoire des enfants est très riche et surtout s'appuie sur un corpus d'archives qui est jusque-là inexploité. Parmi ces archives, il y a des dessins et des lettres d'enfants, comme je l'ai dit, qui ont été réalisés entre 1940 et 1944 et adressés à Pétain. C'est ces productions que je vais vous présenter. Il ne s'agit pas d'initiatives spontanées, mais elles ont été initiées et encadrées par l'administration de Vichy. Cette œuvre de propagande débute en décembre 1940 et est nommée « La surprise au maréchal ». Donc, dans une note administrative qui est adressée au corps enseignant, il est annoncé le lancement de cette surprise. Tous les enseignants sont invités à afficher la première affiche, celle de gauche, qui doit être très visible dans les établissements et surtout d'en faire la lecture aux écoliers et aux écolières. Et la seconde affiche, celle de droite, doit être accrochée 3 ou 4 jours après. Le thème de cette surprise est le suivant: faire représenter par l'enfant le coin de France qu'il aime le mieux. Bien que les instructions ministérielles précisent que les dessins doivent être réalisés le plus librement possible, l'affiche, au contraire, notamment l'affiche de droite, donne des indications précises sur la façon de représenter la France. Le pays est ici, je cite l'affiche, résumé par ses paysages, ses maisons, son histoire, ses animaux, ses habitants et son empire. Une énumération d'exemples est donnée pour chacune de ces catégories que je viens de citer. La finalité de ce concours, donc cette surprise au maréchal, est clairement énoncée dans la note administrative. C'est celle de rendre hommage par un geste des enfants de France à la personne du maréchal et à ce que cette personne symbolise le dévouement à la cause publique. Donc cette volonté de rendre hommage à Pétain se retrouve dans l'affiche que vous voyez à droite. Pétain est mentionné 2 fois, la première pour enjoindre les enfants à dessiner la France que le maréchal aime tant, et une seconde fois pour demander aux enfants de faire plaisir au maréchal. C'est le registre de l'émotion qui est utilisé et pour évoquer la figure du chef de l'État. L'objectif de cette première surprise, c'est pas uniquement de développer un lien épistolaire avec Pétain, mais c'est aussi d'associer sa représentation, la représentation de Pétain, à celle de la France et d'enseigner des vertus civiques aux enfants. Dans les conférences pédagogiques qui sont données aux enseignants dès la rentrée 1940, il est expliqué l'importance de découvrir la petite patrie pour aimer la grande. C'est une expression qui revient tout au long des conférences pédagogiques. L'un des inspecteurs d'académie est explicite à ce sujet, je le cite: « Il faut que les enfants des écoles connaissent le pays où ils sont appelés à vivre. L'attachement à la patrie est la première forme de patriotisme. Celui qui aime son village aime d'autant mieux la France. » Donc c'est clairement un retour au régionalisme qui est au cœur de cette première surprise au maréchal. Pour développer cette conscience de la petite patrie, comme il l'appelle, les programmes d'histoire et de géographie seront pensés pour mettre l'accent sur la dimension locale, comme objectif de favoriser un développement envers un sentiment national. C'est l'objet d'une circulaire qui est diffusée en octobre 1940 au sujet des programmes d'histoire qui précise qu'il faudra étudier la géographie de la petite région. Aussi, cette modification du programme insiste sur la nécessité de revenir au concret. Et pour cela, il y a des exercices d'observation qui sont mis en avant et l'étude de la géographie locale. C'est ce qu'on peut voir dans les dessins ici projetés. Il s'agit d'une collection conservée au SHRD, comme Isabelle l'a mentionné. Ces dessins ont été conservés par 2 institutrices et n'ont pas été envoyés à Pétain. Pour le moment, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été envoyés à Pétain. En tout cas,
Parmi ces dessins, les enfants ont choisi de dessiner des paysages qui leur sont familiers. Malgré les origines géographiques variées, on peut, au regard de ces dessins, être marqué par la cohérence iconographique. La France qui est ici dessinée, c'est une France des clochers, des plaines et des montagnes. De manière générale, les dessins de cette première surprise ont en commun qu'elles représentent une France rurale avec une vie paysanne qui est idéalisée. Je vous mets d'autres extraits des dessins. En décembre 40, lorsque les dessins sont réalisés, les paysans viennent de vivre l'exode. Ils ont fui leur ferme, devant parfois abandonner leur bétail derrière eux. À leur retour, certains retrouvent des terres bombardées ou bien même pillées par les réfugiés qui ont tenté de se nourrir comme ils pouvaient. Mais absolument rien de ce contexte immédiat n'est présent dans les dessins. Aussi, la signature de l'armistice, en juin, le 17 juin 40, morcelle le pays. Certains départements sont coupés en deux, comme le Jura, où de nombreux enfants originaires du Jura envoient des dessins et dessinent dans le cadre de cette surprise. Et par exemple, donc, les paysans de ce département du Jura voient leurs champs coupés en deux à cheval entre l'administration allemande et l'administration française. Et cette désorganisation n'apparaît absolument pas dans les dessins de cette surprise au maréchal. Un autre élément qui est absent, mais qui est pourtant central dans le quotidien des Français en 1940, ce sont les pénuries qui touchent absolument tous les départements de France. Sur les quelques dessins que vous pouvez voir, on voit une vie à la ferme qui se poursuit. Les animaux ne manquent pas et les récoltes ou la pêche ont lieu sans encombre. Pour dessiner cette France rurale et paysanne, plusieurs enfants ont fait le choix de dessiner des costumes traditionnels de leur région. En voici 4. Et j'aimerais m'attarder un instant sur le plus grand dessin, celui à droite, qui a été réalisé par Marie-Hélène, qui est âgée de 13 ans et qui a choisi de représenter les environs de Strasbourg, région qui, comme vous le savez, a été annexée par le Troisième Reich en 1940. Marie-Hélène, cette grande enfant, jeune adolescente, est l'une de ces nombreuses réfugiées alsacienne qui a trouvé refuge dans la région de Lyon. Donc, ce dessin représente 3 enfants sur le chemin de l'école. Ce n'est pas une simple scène de vie, mais signe en réalité le rejet des forces occupantes. Pourquoi et comment je peux affirmer ça? Parce que vous pouvez voir sur la coiffe des deux jeunes enfants, des 2 écolières, des cocardes tricolores. Et en 1870, lorsque la France perd l'Alsace au profit de l'Allemagne, certaines femmes abordent cette cocarde sur leur ruban noué en signe de contestation et d'attachement à la France. Donc, dans cette surprise au maréchal où les dessins sont encadrés par les professeurs soumis à une censure, cet enfant, Marie-Hélène, a su créer son propre espace de liberté pour manifester son rejet des forces occupantes. Et cette volonté d'affirmer l'Alsace comme une région française se retrouve dans d'autres corpus de dessins. Donc, ces dessins, qui sont initialement prévus à destination de Pétain, vont connaître un tout autre destin, puisqu'à partir du 15 février 1941, une exposition de ces dessins s'ouvre à Vichy. Alors, je m'excuse pour la qualité de cette photo. C'est la seule que j'ai trouvée qui montre... cette photo est assez exceptionnelle parce que c'est la seule, à ma connaissance, qui montre cette exposition de dessins à Vichy. Et surtout, vous pouvez voir Pétain, sans son couvre-chef, qui visite cette exposition. Donc, Pétain la visite quelques jours après l'ouverture, le 19, et on le voit qui regarde ses dessins. Simplement un mot sur la muséographie qui est très sommaire de cette exposition. Les dessins sont accrochés en randonnion sur une planche de bois. Il n'y a pas d'encadrement, pas de vide de protection, simplement des dessins alignés les uns à côté des autres. Les actualités filmées
se sont fait l'écho de cette première surprise au Maréchal et de cette exposition à Vichy. Et je vais vous passer un extrait. De l'école suisse à l'école française, il n'y a pas loin. Ce sont de mêmes visages appliqués, de mêmes âmes candides et pleines de bonne volonté. On se souvient que dans leurs écoles, tous les petits-enfants de France ont fait à l'aurore de l'année un geste magnifique, unique certainement dans les annales du pays. Chacun a voulu exprimer par un dessin à l'adresse du maréchal Pétain ce qui était le plus cher à son cœur d'enfant. Et à Vichy s'est ouverte l'exposition de 4000 de ces dessins choisis parmi les 2 millions arrivés dans le courrier du maréchal. 2 millions de dessins. Bout à bout, il réaliserait la longueur de la route de Paris à Vichy. Rassemblés, il couvrirait la place de la Concorde. Et la zone occupée n'a pu adresser les siens. Le maréchal qui aime les enfants et qui met sa confiance dans la jeunesse a pu voir que les petits le lui rendaient bien et que déjà ils se préparaient à prendre leur part de la reconstruction française. Confiance au maréchal pour la reconstruction française, c'est le cri des enfants de France. C'est également la voix du monde entier. Donc cette exposition qui débute à Vichy inaugure une exposition itinérante dans toute la zone sud. Et d'abord à Marseille, où 300 dessins ont été confiés au Secours national et sont exposés dans les locaux du Secours national en avril 1941. S'ensuit une nouvelle exposition à Saint-Étienne, toujours dans les locaux du Secours national, mais cette fois-ci organisée par le Progrès social français, qui est un parti politique fondé dans l'entre-deux-guerres et à qui l'on doit, à qui les Français de l'époque doivent la devise travail, famille, patrie. Et parallèlement à l'exposition de Marseille et de Saint-Étienne, se tient une autre exposition à Toulouse, dans la salle municipale, toujours en avril 1941. Pour ces 3 expositions, les recettes sont au profit du Secours national qui est chaperonné par Pétain. Cette exposition itinérante dans la zone sud ne s'arrête toujours pas là et traverse l'Atlantique pour être d'abord présentée à Rio. L'exposition est inaugurée en août 1941 dans l'une des galeries de l'École nationale des beaux-arts, en présence de l'ambassadeur de France de Rio, René de Saint-Quentin, du recteur de l'Université du Brésil et du directeur du musée, ce qui donne une idée de l'importance donnée à cette exposition. Et sont exposés 500 dessins de la surprise de 1940, parmi les 2 millions qui ont été envoyés à Vichy. La presse s'en fait l'écho. Vous pouvez voir l'extrait sur votre droite, l'extrait de presse, et aussi je vous projette des dessins qui ont été exposés à Rio et qui sont reproduits dans le journal. Donc sur l'extrait de presse à droite, on voit l'ambassadeur de France qui est en présence de 2 enfants devant les dessins. L'accrochage est exactement le même que pour l'exposition à Vichy. Les dessins sont exposés très simplement, alignés les uns à côté des autres, sans aucune médiation. À droite, on voit 2 dessins exposés qui sont tout à fait similaires aux dessins que je vous ai présentés précédemment. Et aussi, l'une des manières de reconnaître les dessins qui ont été réalisés dans le cadre de la surprise au Maréchal sont leurs dimensions, parce que parmi les consignes était demandé que les dessins respectent les dimensions de 15 par 15. Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Donc sur le dessin du haut, on voit une scène de la vie paysanne j'espère que vous... Ouais. Où une femme tricote au coin du feu, sous le regard de Pétain. Son portrait est accroché en haut à gauche. Et sur l'autre dessin est représentée donc cette France des plaines avec les animaux de bétail. Élément important, la presse brésilienne est plus explicite sur la finalité de faire dessiner ses enfants pour cette première surprise, alors que la presse française parle d'un geste spontané en faveur de Pétain. La presse brésilienne
parle explicitement d'une leçon de civisme, comme j'ai pu vous le dire il y a quelques minutes. Les dessins poursuivent leur route et le 30 septembre 1941, à l'initiative de l'ambassadeur de France à Buenos Aires, les dessins sont envoyés en Argentine. Ils arrivent dans la capitale en octobre. Sur cette dernière exposition, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus parce que j'ai découvert l'information il y a quelques semaines, donc je dois me rendre aux archives diplomatiques à Caen pour tenter d'en savoir plus. On est donc fin septembre 1941. La première surprise au maréchal a permis l'envoi de 2 millions de dessins d'enfants à Vichy. Ça a été l'occasion pour les enfants de découvrir la figure de Pétain, mais le régime de Vichy ne s'arrête pas là. Et dès la rentrée des classes 41, lance la deuxième surprise au maréchal. Elle est introduite par Pétain lui-même, qui s'adresse à tous les écoliers le 13 octobre 1941. Donc ce jour-là, Pétain se rend à Périgny, qui est un petit village à 20 km de Vichy. Il y va pour y prononcer un discours qui est radiodiffusé à l'occasion de la rentrée, mais qui, en réalité, a une portée nationale. Sur la photo de gauche, alors elle a été un peu coupée, se tient à la droite de Pétain. Donc sur votre gauche, un couple d'instituteurs, on voit uniquement l'homme. C'est monsieur et madame Martel. Pétain, chose rare pour une apparition publique, est en costume civil, tête découverte, et il s'est installé au bureau de l'instituteur sur l'estrade, avec derrière lui son propre portrait. Et à droite du tableau, un exercice de calcul. Il fait face, c'est une scène de propagande absolue, ce qui fait face à 48 élèves, filles et garçons. Les classes à l'époque peuvent être mixtes pour les tout petits villages qui n'ont pas assez d'élèves, mais c'est quand même rarissime. Les filles et les garçons occupent des rangées différentes, et à la fin du discours, je vais revenir sur ce discours dans un instant, les enfants entonnent la Marseillaise, puis Pétain fait distribuer, vous le voyez sur la photo de droite, des cadeaux à chacun, des broches pour les filles et un couteau de poche pour les garçons. Donc, que dit ce discours du 13 octobre 1941 ? Tout d'abord, Pétain dispense aux enfants une leçon de morale en rappelant la première surprise de 1940, en disant « L'année dernière, pour Noël, plus de 2 millions d'entre vous m'ont dit qu'ils m'aimaient de tout leur cœur et ils m'ont envoyé de magnifiques dessins. C'est très bien, mais puisque vous voulez être avec moi, il ne suffit pas de me le dire, il faut le montrer. » Donc sur un ton de proximité, il se pose comme un guide de la jeunesse et il énonce les comportements attendus. Les consignes qui sont données par Pétain dans ce discours aux enfants sont d'être tenaces et loyales. Il poursuit son discours en disant « Je viens justement vous demander de garder ces bonnes résolutions aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ce qu'on nomme la ténacité. » Il poursuit plus loin en disant « Et voici maintenant le second adversaire à combattre. Je veux parler de la déloyauté en classe. » Enfin, sans l'énoncer explicitement, il lance la deuxième surprise au maréchal, puisqu'il conclut son discours en ces termes « Faites donc des efforts pour bien travailler toute l'année et pas seulement pendant quelques jours. Ensuite, soyez des filles et des garçons francs et loyaux. Essayez, tenez-moi au courant de vos efforts. » À la suite de ce discours, l'administration envoie une note à tous les chefs d'établissement pour diffuser le plus largement possible son discours et de manière plus générale pour qu'il soit porté à la connaissance des parents. Une fois de plus, les actualités filmées se font l'écho de cette deuxième surprise et je vous en mets un extrait tout de suite. À l'aurore de la nouvelle année, plus d'1 million d'enfants de France ont adressé au maréchal les vœux et les témoignages de l'amour fervent que la jeunesse du pays porte au sauveur de la patrie. Par sacs entiers, à chaque courrier, des équipes de facteurs bénévoles ont apporté à l'hôtel du Parc ces centaines de milliers de messages où chacun s'était appliqué de tout son cœur et de tout son orthographe. Et le maréchal a pu s'arrêter chaque matin devant les marques émouvantes de l'affection de cette enfance de qui la nation attend tout ce qui fera l'avenir.
classe spéciale, une écolière de France, peut-être la plus jeune, peut-être la plus adorable, a été admise à apporter elle-même au chef de l'État sa lettre patiemment, tendrement composée. C'est à elle, à cette petite fille élue parmi les petites filles de France, qu'il a remis la première de ses lettres, que dans toutes les villes, toutes les campagnes, tous les foyers, un enfant lira demain le cœur ému. Vous avez vu la dernière, la carte avec le portrait de Pétain. Vous pouvez retrouver cette carte dans l'exposition ici même. Donc vous venez de voir l'histoire officielle, linéaire, où tout se passe bien. La réalité est un peu plus complexe que ça, puisque ce discours qui devait être écouté en direct dans toutes les écoles ne rencontre pas du tout la diffusion attendue, et notamment dans l'Académie de Paris, où l'inspecteur et donc tous les établissements parisiens n'ont pas eu connaissance de ce discours et de cette deuxième surprise. Surtout, cette surprise rencontre un problème de coordination entre les différents services de propagande dans zone occupée. Donc, l'extrait que je vais vous lire est un peu long. Il faut s'accrocher pour ne pas perdre le fil. Mais je tiens à lire l'extrait directement et non pas à le restituer, parce qu'il m'importe de vous montrer toute la caricature que peut être la bureaucratie de Vichy de cette époque. Donc, le ministre de l'Intérieur s'adresse au préfet de la Charente-Maritime et fait un état des lieux de sa tournée d'information effectuée en zone occupée. Il écrit: l'attention a été appelée par l'inspecteur d'académie de votre département sur le défaut de coordination qui s'est produit lors de la rédaction de la lettre adressée à Monsieur le maréchal Pétain par les écoliers de France entre les différents départements ministériels et les services qui organisèrent cette manifestation. Il poursuit en disant: les instructions rédigées par le secrétaire d'information furent en effet adressées directement à tous les chefs d'enseignement scolaire, lesquels recevaient dans le même temps des directives émanant des représentants départementaux des services de l'éducation nationale et du secrétariat à la jeunesse, dont les prescriptions ne coïncident pas toujours exactement avec celles du service de propagande. Donc, on est face à 3 institutions: le service de propagande, qui est rattaché au ministère de l'Intérieur, au secrétariat de l'éducation nationale et au secrétariat à la jeunesse, qui, pour la même manifestation de propagande, ne coordonnent pas du tout leurs services et abondent les directeurs d'établissement de notes de service plus contradictoires les unes que les autres. Ce manque de coordination, qui n'est évidemment pas mentionné dans les actualités filmées, peut expliquer le nombre de lettres qui a été reçu à l'hôtel du Parc pour cette deuxième surprise, qui est d'1 million, donc moitié moins que pour la première surprise de 1940. Pour rappel, Pétain a reçu 2 millions de dessins. Vous l'avez vu dans l'extrait des actualités filmées, certaines lettres sont envoyées avec des dessins qui représentent Pétain. Plusieurs de ces dessins qui ont été envoyés sont exposés ici même, dans l'exposition Guerre en jeu, et j'aimerais m'attarder sur 3 d'entre eux. Si le PowerPoint veut bien fonctionner. Oui. Donc vous pouvez notamment voir le dessin de gauche ici, qui provient du service historique de la défense à Vincennes. Donc sur le dessin de droite, qui est réalisé selon le portrait officiel de Pétain, que vous pouvez voir au milieu de la diapositive, l'enfant reproduit fidèlement tous les emblèmes militaires de Pétain. Il apparaît en tenue militaire marron, qui est l'uniforme réglementaire des maréchaux. Le képi est bien dessiné avec 3 rangées de branches à feuilles de gland de chêne, brodées avec une partie de fil brillant. Et surtout, il aborde une seule médaille, qui est la plus prestigieuse aux yeux de Pétain, qui est la médaille militaire. Il la reçoit en août 1918, lorsqu'il est général de division. Et sur les dessins de gauche, Pétain est dessiné avec la 2e distinction qu'il a reçue, à savoir la Grande Croix de la Légion d'honneur qu'il a reçue en 1917.
sur le dessin suivant, l'écolier s'est encore une fois servi d'un modèle, d'un portrait officiel, qui est celui de gauche, mais cette fois-ci, il a choisi la couleur bleu horizon pour représenter le costume militaire de Pétain, couleur portée par les soldats de la Première Guerre mondiale à partir de 1915. Le choix de colorier le costume de Pétain en bleu révèle ce que Pierre Laborie a appelé l'événement hors de l'expérience, celle d'une construction a posteriori de la mémoire de la bataille de Verdun, qui est pour l'historien Laborie un événement dont les représentations viennent moins du temps dans lequel il s'est déroulé que dans lequel il s'est révélé. Donc les enfants qui n'ont pas vécu la Première Guerre mondiale ne peuvent compter que sur les récits familiaux pour connaître ce conflit, mais aussi sur les nombreux fascicules de propagande qui sont distribués en classe et destinés à guider les élèves pour réaliser les portraits de Pétain. Et notamment pour le représenter comme étant un acteur décisif de la victoire de 1918 et comme étant le grand vainqueur de Verdun. Cette deuxième surprise au Maréchal donne lieu à une nouvelle exposition, mais cette fois-ci en zone non occupée, à Paris, qui se tient au musée Galliera. Et voici un nouvel extrait des actualités qui parlent de cette exposition à Paris. Au musée Galliera, M. l'Amiral vient inaugurer l'exposition des dessins envoyés au maréchal Pétain par les écoliers de France. M. Magny, M. de Brinon, tous les petits ont voulu répondre à l'appel qui leur avait été adressé. Tous ont voulu montrer au maréchal leur ville, leur village, leur maison, et lui raconter ainsi par une image leur vie de tous les jours. Autre émouvante moisson, car d'innombrables lettres, les tout petits ont adressé au maréchal. Vous pouvez voir, j'ai dû faire des captures d'écran, donc c'est assez... Ça a été fait manuellement. Donc, on peut voir pour cette exposition que les dessins, certains de ces dessins sont issus de la première surprise. Ils sont, comme les expositions de 1941, exposés à même le mur, sans encadrement. Ils sont regroupés par dizaines et répartis dans chacune des salles. Pour les autres dessins, dont vous pouvez voir un extrait ici, il s'agit de dessins qui ont été réalisés à partir de 1941 et dans l'exposition, ils semblent avoir été réunis thématiquement. Sur le panneau tout en haut, à gauche, il est écrit « Unis pour la France » où il est clairement écrit « Philippe Pétain, synonyme de la France » qui est encadré par une série de dessins qui reprennent tous les emblèmes de la Révolution nationale. On voit le bâton du maréchal, les 7 étoiles et le portrait de Pétain. Toujours en 1942, les Quakers, donc une organisation philanthropique, choisissent 10 000 dessins d'enfants pour être exposés aux États-Unis. Je n'ai pas d'archives de l'exposition en elle-même. En revanche, j'ai pu consulter les dessins qui ont été exposés. Les voici. Et comme vous pouvez le voir, notamment à la dimension de ces dessins, il s'agit exclusivement des dessins de la première surprise réalisés en décembre 1940. Sur la centaine de dessins que j'ai pu consulter, il y a une seule représentation explicite de Pétain. Tous les autres respectent la thématique qui a été demandée et que j'ai énoncée au début de ma présentation. Enfin, l'hiver 1942 est organisée une troisième et dernière surprise au Maréchal. Donc, pour cette surprise, je suis en cours d'analyse. Donc, je vais surtout vous partager mes problématiques, mes questions, et je vais apporter peu de conclusions parce que c'est un travail que j'ai pas encore terminé. Donc, la surprise de 1942 est pensée en 2 temps. Cette fois-ci, dans toutes les écoles du pays, les enfants sont invités à récolter des fonds pour les plus nécessiteux et une partie de ces fonds doivent être reversés
doivent être reversés au régime, doivent être reversés à Pétain, pardon, et l'autre partie doit servir à l'organisation des arbres de Noël. Dans la note de service, il est expressément indiqué qu'aucune lettre ne sera envoyée au maréchal, avec un rajout manuscrit qui précise « sauf pour les inspecteurs d'académie ». Une consigne qui ne semble pas avoir été respectée, puisque dans le corpus de lettres et de dessins d'enfants envoyés à Pétain, à l'hôtel du Parc, pour l'année 43, c'est le plus gros corpus que j'ai pu consulter, bien plus important que pour les années 1941-1942. En tout cas, dans le cas de la surprise au maréchal, aucune lettre ne doit être envoyée aux enfants. Je me demande donc pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses. En 1943, la pénurie de papier est immense. Peut-être parce que l'objectif de propagande a été atteint. Une autre possibilité, qu'en 1942, à partir du printemps 1942, Pétain est totalement hors jeu sur la scène politique. C'est une question ouverte. Et une autre question qui me traverse, c'est pourquoi organiser une quête, la récolte d'argent d'une telle ampleur pour les plus nécessiteux, et notamment parce que sur le terrain militaire, il y a des bombardements des Alliés qui ont lieu en 1942, mais cette surprise est décidée le 5 novembre 1942. L'opération Torche n'a pas encore eu lieu et l'invasion allemande arrivera à la fin du mois. Mais quoi qu'il en soit, les enfants parviennent à réunir des millions de francs et la moitié de cette somme est versée à Vichy, qui la redistribue ensuite à des catégories d'enfants. Il s'agit exclusivement des enfants qui ont été victimes des bombardements anglais. Et c'est un terme qui est employé par les autorités. Ils ne parlent pas d'alliés parce que c'est impossible pour eux. Parler d'alliés serait admettre qu'il y a une partie des Français qui se battent contre le régime de Vichy. C'est pas possible d'admettre qu'il y a possiblement une guerre civile et c'est la hantise du régime de Vichy. Et on peut voir que par ce terme d'enfants victimes de bombardements anglais, la perception des victimes de guerre évolue à la fin 1942, puisque jusque-là, les œuvres sociales étaient majoritairement organisées en faveur des enfants de prisonniers de guerre. Et désormais, on voit une nouvelle catégorie de vulnérables qui apparaît, celle des enfants victimes des bombardements alliés. Donc ces enfants reçoivent 700 francs par foyer qui est versé sur un livret de caisse d'épargne. Certains de ces bénéficiaires, malgré l'ordre qui a été donné de ne pas envoyer de lettres à Pétain, envoient tout de même une lettre de remerciement. Je vous projette un exemple qui est celui de Mireille, 7 ans, qui écrit les mots suivants à Pétain en mai 1943. Monsieur le maréchal, je n'ai plus de maman, mon papa est prisonnier en Allemagne, j'étais triste, vous m'avez envoyé un livret de la caisse d'épargne avec 700 francs, papa est revenu, je suis bien contente et je vous remercie de tout mon cœur, je veux être sage et bien travailler pour vous faire plaisir, je vous dirai pouvoir vous embrasser bien fort. Donc la fin de la lettre est une référence directe au discours de Pétain du 13 octobre 1941. Mais surtout, ici, et dans toutes les lettres envoyées à la suite de cette surprise, Pétain apparaît comme le seul acteur de cette œuvre sociale. Dans toutes les lettres, c'est uniquement Pétain qui est remercié. Le travail des enfants qui ont réuni ces sommes n'est jamais mentionné. Et on peut voir que Pétain se pose une nouvelle fois comme étant le seul protecteur des Français, ici des enfants. Il y a une catégorie d'enfants que je n'ai pas mentionnée pour le moment. Il s'agit des enfants juifs. Dans l'Hexagone, les enfants français juifs sont un impensé du régime de Vichy jusqu'en 1942. Ils fréquentent les mêmes écoles, reçoivent le même enseignement et sont visés par la même propagande maréchaliste. Certains d'entre eux vont même jusqu'à écrire à Pétain, et c'est le cas d'un des enfants, Pierre Nora, qui est devenu un immense historien des mémoires. Donc, Pierre Nora
est né en 1931. Il est issu de la grande bourgeoisie israélite française. Simple point de définition, le terme israélite est utilisé à l'époque par les Français eux-mêmes jusqu'à l'arrivée de Vichy au pouvoir et l'instauration des mesures raciales. Le terme israélite n'est pas péjoratif et renvoie surtout à des juifs qui sont installés en France depuis plusieurs générations et qui ont des pratiques sociales et culturelles similaires à des Français non juifs. Le terme d'israélite sert aussi à se différencier des juifs nouvellement arrivés en France, en général de l'Europe de l'Est, et qui sont de catégories sociales plus modestes. Donc avec le déclenchement de la guerre, la famille Nora se réfugie à Grenoble, en zone dite libre. Et pour cacher sa religion, Pierre Nora va employer plusieurs stratégies de dissimulation, qui sont des stratégies qu'on peut nommer des stratégies de pacing. Donc le pacing, c'est un terme employé par les chercheurs qui est une négociation de l'identité pour échapper à des discriminations qui sont à la fois ethniques, raciales ou religieuses. Initialement, c'est un terme qui a été forgé dans l'Amérique ségrégationniste, où le terme faisait référence à des expériences et des trajectoires de personnes qui étaient initialement noires et qui, entre guillemets, se faisaient passer pour blanches. Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale en France, le passing est pratiqué par des juifs qui tentent de soustraire aux persécutions du régime de Vichy et des forces allemandes. La famille de Nora et Pierre, en particulier, déploie plusieurs stratégies de passing pour dissimuler sa religion. Je vais en évoquer deux ici. La première est celle d'adhérer publiquement au maréchalisme. Dans ses mémoires, qui ont été publiées en 2020, si je ne me trompe pas, aux éditions Gallimard, Pierre Nora écrit, vous avez l'extrait sur la gauche, « L'un de mes souvenirs marquants est en mars 1941, la visite à Grenoble du maréchal Pétain. Tous les élèves des écoles avaient été appelés à se réunir pour l'acclamer place de Verdun. La veille au soir, il y eut à la maison une vive discussion entre ma mère, qui se refusait à me voir participer à pareille manifestation, et mes frères, qui, déjà engagés dans la résistance étudiante, trouvaient bien inutile de nous faire remarquer pour si peu, d'autant que nous n'étions pas déclarés comme juifs à l'administration. » Pierre Nora, qui est âgé de 10 ans en 1941, nous donne un exemple criant d'une frontière sociale qui se redéfinit selon le contexte et à partir d'une négociation intrafamiliale. Il vit une partie de son identité dans la clandestinité puisque sa famille ne l'a pas déclaré comme juif. Et surtout, le débat qui éclate entre le frère de Pierre Nora et sa mère révèle d'une adaptation des acteurs à leur environnement selon des discours qui sont perçus par d'autres acteurs sociaux. Donc bien que des membres de sa famille soient totalement opposés à Pétain, c'est une stratégie de survie qui est adoptée, celle d'aller acclamer Pétain pour cacher sa judéité. J'ai retrouvé deux photographies de la visite officielle de Pétain, à laquelle a assisté Pierre Nora. À droite, c'est Pétain qui visite une école de filles, et à gauche, c'est lors de ses déplacements, il se trouve dans la voiture. Et au fond, dans l'arrière-plan de la photographie, on peut apercevoir une foule où se trouve possiblement Pierre Nora. Donc cette duplicité de Pierre Nora se poursuit le lendemain après la visite lorsque son enseignant dit « Prenez une copie et racontez vos impressions de la visite du maréchal ». Donc la copie de Pierre Nora écrit une lettre à Pétain et cette lettre est jugée assez bonne et envoyée à l'hôtel du Parc et reçoit en retour une annotation qui est signée de Pétain « Bravo mon petit, continue ». Donc sa lettre traverse différents filtres de sélection, ils sont extrêmement nombreux, a été jugé surtout en adéquation avec les attentes de la propagande maréchaliste. Donc, acclamer et écrire à Pétain comme des millions d'autres enfants permet à Pierre Nora de s'assurer une place à part entière aux côtés du reste des enfants français non juifs. Une autre pratique de passing qui est vécue par Pierre Nora, c'est celle de pratiquer une autre religion. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je
Je peux y revenir au moment des questions, mais Pierre Nora est inscrit dans les louveteaux protestants pour, je le cite, faire plus catholique. Pour revenir aux persécutions des enfants juifs, sur quelques points de contexte, elles débutent en Algérie en juin 1941 avec l'instauration d'un numerus clausus dans tous les établissements scolaires qui limite le nombre des élèves juifs à 3%. Dans l'Hexagone, les discriminations percutent les enfants à partir de 1942, avec le 29 mai l'obligation du port de l'étoile jaune à partir de 6 ans, mais aussi l'interdiction pour eux d'accéder aux jardins publics, aux piscines et tout autre lieu partagé à partir de juillet de la même année. Et puis surtout, ce mois-ci, en juillet 1942, il y a la rafle du Veldiv qui franchit une nouvelle étape dans l'horreur puisque les enfants sont également raflés. En 1943, lors de l'arrivée des ultras de la collaboration, parmi les membres du gouvernement, il est question de créer dans l'Hexagone un enseignement spécifique pour les enfants juifs. Le commissariat général aux questions juives, qui est alors Darquier de Pelpoix, demande à toutes les académies de recenser les écoliers juifs, et cette mesure n'aboutira jamais. Pendant la présentation, je me suis particulièrement attardée sur des lettres et des dessins qui ont été la plupart du temps réalisés en salle de classe et largement encadrés par les adultes. Mais aux côtés de ces productions, il y a un autre type de lettres, cette fois-ci beaucoup plus spontanées. Il s'agit de suppliques, c'est-à-dire des lettres qui sollicitent une grâce, une faveur envers Pétain. Et parmi les milliers qui ont été envoyés à Pétain, certaines suppliques sont rédigées par des enfants. On voit ici une. Elle a été rédigée le 3 avril 1942 et je vais vous la lire dans son intégralité. Mon cher chef de l'État français, j'ai bien reçu votre lettre dans laquelle je suis très fière. Je vous remercie beaucoup et je vous aime beaucoup. Maintenant, mon cher chef de l'État, j'ai quelque chose à vous demander. Mon père est dans le camp de Pithiviers depuis le 14 mai 1941. J'ai pas vu mon père, cela me fait du chagrin que je ne peux pas le voir. Je sais que vous avez bon cœur et que vous ne me refuserez pas. Je voudrais que vous me donniez une permission pour aller le voir avec ma mère, voir mon papa. Mon père est un homme qui est en France depuis 19 ans, qui n'a jamais fait de mal pour la France. Au contraire, il a fait du bien pour la France. Vous comprendrez ce que je veux dire, que son dossier est propre, qu'il n'a jamais rien eu. Qu'il a un enfant, c'est moi, français, je suis né à Paris. J'espère que quand je serai grand, je ferai beaucoup de bien pour la France. Maintenant, cher chef de l'État, vous pouvez faire quelque chose de bien pour mon papa. Là, je ne vous oublierai pas de ma vie. La lettre a été rédigée par un enfant de 11 ans qui s'appelle Jacques et qui écrit donc cette supplique en 1942 directement adressée à Pétain pour demander la permission d'aller voir son père, qui s'appelle Nathan, qui est brocanteur et qui a été arrêté en 1941. Comme toutes les suppliques adressées à Pétain, Jacques ne recevra aucune réponse et son père est finalement déporté en juin 1942 à destination d'Auschwitz. Jacques sera lui-même déporté le 24 août 1942. Après plusieurs jours, 5 jours dans les wagons à bestiaux, il arrive à Auschwitz où il est immédiatement gazé. Il avait 11 ans. Dans toutes ces suppliques, on y lit, et c'est pour ça que ça m'a importé de vous la lire dans son intégralité, on y lit toute l'horreur du génocide qui est en cours, l'arrestation et la déportation des parents, mais aussi les enfants livrés à eux-mêmes. Dans une autre de ces suppliques, l'un de ses enfants écrit « Lors de la rafle des femmes israéliennes, on m'a enlevé ma mère, je suis seule et sans ressources, n'ayant pas encore 15 ans. » Pourtant, dans toutes ces lettres, ces suppliques, les enfants emploient les mêmes éléments de langage propres à la propagande en faveur de Pétain. Ils le décrivent comme 2 fois sauveur de la France et emploient tout un vocabulaire de la vénération. Pour conclure, j'ai voulu vous présenter un exemple de la politique de propagande menée par le régime de Vichy qui est à destination des enfants.
En organisant 3 surprises au maréchal, les enfants sont plongés dans un bain maréchaliste qui présente Pétain comme le sauveur et le protecteur des Français, qui trouverait sa légitimité politique dans des faits militaires, et notamment lors de sa campagne à Verdun. Mais au-delà de cette simple histoire de la propagande, les dessins qui sont produits dans le cadre de ces surprises nous racontent aussi l'expérience de ces enfants en temps de guerre. Et parmi ces expériences, il y a celle paroxystique des enfants français juifs qui sont au diapason des autres enfants, puisqu'ils mobilisent les représentations de Pétain comme protecteur. Mais en s'adressant à Pétain par voie de supplique, leur ultime espoir repose sur le chef de l'État, sur Pétain. Celui qui est présenté comme le sauveur des Français se révèle aussi être l'un des persécuteurs pour une partie de ses enfants. Ces suppliques démontrent un élément qui est selon moi absolument essentiel lorsqu'on étudie les enfants juifs en France. Ils sont juifs et français. Les étudier au seul prisme de leur religion, ça serait passer à côté de tout un pan de leur expérience en temps de guerre. Je vous remercie pour votre attention.